Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs députés et sénateurs, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, je crois que aujourd'hui c'est à peu près un peu plus de 30 ans après le génocide au Rwanda et au moment où je vous parle, le Nord Kivu est en flammes, la ville de Goma est encerclée et j'ai le sentiment terrible que l'histoire revient, que le drame du passé ne s'est jamais totalement éteint. Et donc je ne peux m'empêcher de revenir sur ce qui s'est passé au Rwanda et aussi de m'interroger sur l'attitude de mon pays, pas seulement au cours des événements récents, mais dans l'histoire, et à me demander si notre regard que nous avons porté sur l'autre n'a pas déjà depuis le XIXe siècle contribué à cette division, à la division de ces peuples qui engendrent tant de souffrances aujourd'hui. Bien sûr, lorsqu'il s'agit du Rwanda, on a longtemps mis en cause la France, mais le rôle de la France a été relativement récent. En ce qui concerne la Belgique, je pense que le passé passe difficilement et qu'il fait encore des ravages aujourd'hui, et c'est pourquoi je vous invite à une rapide revisitation de l'histoire, un petit rappel de l'histoire coloniale. Simplement, il faut rappeler que le Rwanda, à la fin du XIXe siècle, était un pays inconnu. Il n'avait pas été colonisé. C'était un pays que Stanley avait contourné. Et lorsque les Allemands y arrivent, ils sont reçus avec difficulté par les peuples, le peuple rwandais, par le souverain. Et ces nouveaux venus, on est à la fin du XIXe siècle, ont un regard qui est marqué par l'idéologie européenne de l'époque. C'est un regard qui divise, c'est un regard qui classifie, qui voit des gens de grande taille, qu'on qualifie de nobles suivant les critères de l'époque, et puis d'autres personnes qui ont des activités agricoles qui sont qualifiées ce sont les Hutus, et puis les Pygmées qui sont méprisés sans qu'on sache quel est le rôle social, le rôle culturel réel. La Belgique, après la Deuxième Guerre mondiale, intervient au Rwanda. Elle se voit octroyer après la Première Guerre mondiale un protectorat sur le Rwanda. C'est un régime de tutelle, et la Belgique de l'époque veut convertir le Rwanda à la religion catholique. Elle invite les Pères blancs, elle fait pression sur le souverain du Rwanda, le Mwami, qui refuse de se soumettre à une religion étrangère et qui sera finalement destitué. Et la religion catholique que les Belges qui reçoivent la tutelle sur le Rwanda, cette religion catholique que l'on veut installer, faire prendre racine au Rwanda, contribuera malheureusement à diviser la population, à aiguiser ce regard de division. Les années 30 seront celles au Rwanda du catholicisme triomphant. Après le baptême du Mwami, ses compatriotes se font baptiser en masse, ils envoient les enfants dans les écoles tenues par les missionnaires, et la colonisation instaure un traitement privilégié qui est réservé aux Tutsis, ce qui creuse les inégalités dans cette société, des inégalités qui n'existaient pas auparavant. Donc ce regard colonial contribue à la division du peuple. Et le Rwanda sera imprégné par l'idéologie raciale qui imprègne le continent européen, idéologie dont on a parlé précédemment, qui mènera à l'extermination des Juifs d'Europe. C'est identifier, exclure, éliminer. Ce regard racialiste appliqué au Rwanda voit dans les Hamites, les Tutsis, une race qualifiée de caucasienne, de supérieure, qui est destinée à commander, et les Hutus, peuple qualifié de Bantou, sont réduits à la sujétion, à l'obéissance, et les Pygmées se voient rejetés et déconsidérés. Et je crois qu'il est important de rappeler que ce regard a brisé l'unité du Rwanda. Il a brisé l'unité de ces vieux royaumes, le Rwanda et le Burundi. Les catégories ethniques se sont transformées en clivages sociaux. Et lorsque l'autorité de tutelle, la Belgique, a imposé la mention de l'ethnie sur la carte d'identité, la division a été scellée, l'instrument du génocide
qui allait survenir plus tard a été mis en place. Mais évidemment, la Belgique croyait bien faire, elle ne s'en est pas rendue compte, et la suite a été dans la même foulée. C'est au cours des années 50 que les élites Tutsis au Rwanda, au Burundi, comme dans le Congo voisin, commence à s'élever contre cette tutelle exercée par la Belgique. Le Mwami pense se rendre aux Nations Unies pour demander la fin du régime et il trouvera la mort à la veille de son départ. Et à ce moment-là, au moment de l'accession à l'indépendance, les Belges qui ont perdu confiance dans leurs alliés Tutsis commencent à prêter l'oreille aux revendications de ceux qu'ils eux appellent le menu peuple, c'est-à-dire les Hutus. Ils voient en eux un peuple opprimé qui a été opprimé par la division que eux-mêmes ont instaurée. Et les Belges soutiennent, surtout les Belges les syndicats chrétiens, les mouvements catholiques, sont conscients des injustices réelles qui ont été infligées aux Hutus et ils soutiennent ce qu'ils appelleront une révolution sociale en dénonçant, avec des accents qui rappellent la Révolution française, les féodaux Tutsis. Mais ils ne voient pas les principes d'unité qui existent au Rwanda depuis des siècles, qui existent dans un régime qui s'est constitué à l'écart des Blancs. Les Belges voient ce qui divise. Ils ont, comme je l'ai dit, inscrivent l'ethnie sur la carte d'identité. Et après, ils seront aveugles au régime qui se mettra en place et qui va commencer par un bain de sang à l'encontre des Tutsis qui seront chassés du pays, considérés comme des étrangers dans leur propre pays, comme une ethnie, entre guillemets, nilotique, venue d'Abyssinie, qui se serait imposée aux populations bantoues. Le fait qu'en 1994, les auteurs du génocide aient jeté les corps de leurs victimes dans la rivière Nyabarongo en leur disant « remontez vers le pays d'où vous venez, remontez vers l'Éthiopie » montre jusqu'où est allée la haine de l'autre, la méconnaissance. Durant toutes les années qui ont précédé le génocide, je pense que la Belgique a été attentive, à juste titre, aux violations des droits de l'homme, aux abus du pouvoir en place, à une corruption qui s'est développée un peu sur le modèle du Zaïre de Mobutu, mais qu'elle n'ait pas été assez attentive à cette division entre Hutus et Tutsis, à cette haine qui existait, qui était latente, qui était cachée, mais qui persistait et qui s'est traduite par la suite par la propagande des médias génocidaires, de la radio des Mille Collines et bien d'autres. Je crois que la crise rwandaise de la fin des années 80 a été vue en Belgique comme une crise économique, le passage à l'ajustement structurel, la dévaluation de la monnaie, une crise sociale, une crise militaire lorsque des réfugiés Tutsis qui se trouvaient en Ouganda ont déclenché la guerre, et la Belgique s'est tout de suite proposée comme médiatrice pour proposer une espèce d'office de bonne volonté, mais elle n'a pas identifié le mal profond qui se trouvait dans ce pays, tandis que la France a eu une lecture strictement politique, considérant que le Rwanda était une marche avancée entre guillemets, de la francophonie, alors que la majorité de la population parlait le Kinyarwanda et pas nécessairement le français, et Paris a décidé de soutenir Kigali contre ce mouvement qui était mené par des réfugiés qui avaient comme ambition première de rentrer chez eux, de retrouver leur place et leur citoyenneté dans le pays de leurs ancêtres. Et donc la Belgique a multiplié les médiations politiques, et puis là finalement la suite est connue. On arrive en 1994, la Belgique privilégie la voie diplomatique, dénonce à juste titre les violations des droits de l'homme, les assassinats d'opposants, la distribution d'armes sur les collines. Elle connaît les messages de haine, mais je pense qu'elle ne mesure pas leur portée. C'est ce que la Belgique ne comprend pas, c'est que le passage à l'acte est imminent. Et moi-même, lorsqu'un jour je serai reçue en novembre 1993 par la première ministre du Rwanda, Madame Agathe Uwilingiyimana, je lui dis naïvement, je reflète l'optimisme
naïf de mes compatriotes en disant les casques bleus belges vont se déployer au Rwanda, ils vont aider la transition, le passage à la paix, je pense que les choses vont aller. Elle me dit mais vous vous trompez complètement, vous ne savez pas ce qui se prépare dans le silence des collines, ou bien vous refusez de mettre un nom, une étiquette sur ce qui se prépare. On identifie les Tutsis, des massacres se préparent, on a fait venir des machettes, on a importé des armes et des grandes tueries se préparent et me dit-elle, moi-même, je suis menacée. Et là, on est en novembre 94, les casques bleus belges sont déjà déployés dans Kigali avec une mission très minimaliste. On leur avait dit, vous allez passer des vacances ou un séjour plutôt agréable dans un pays ami. Les Français qui partent me disent, on souhaite bien de bonnes chances à nos amis belges. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se prépare? On le savait. Les avertissements n'avaient pas manqué sur le plan international, sur le plan national, les journalistes, les hommes politiques nous l'avaient dit. Mais penser que le passage à l'acte par un peuple que nous croyons connaître, que nous aimions, qu'on croyait partager notre religion, la religion catholique et nos valeurs, c'était impensable. Et je crois qu'il y a eu une difficulté à concevoir les choses. Et ça explique cette sorte de naïveté de la Belgique qui s'est engagée au moindre prix, qui a engagé des troupes en nombre insuffisant, avec un mandat insuffisant lui aussi, 450 hommes, des équipements militaires insuffisants, des cantonnements dispersés dans la ville. Et puis lorsque l'avion de Habyarimana du président a été abattu, une mission, c'était d'abord le traumatisme des casques bleus belges qui ont été assassinés et qui a conduit nos autorités à prendre une décision qui, avec le recul, apparaît terrible. Au lieu de plaider pour un renforcement de notre effort militaire, pour arrêter les tueries, au moins dans la ville, la décision a été prise de partir, de quitter ce pays, non seulement de le quitter, mais de plaider aux Nations Unies pour que les autres fassent de même, pour que les troupes des Nations Unies soient réduites et qu'au lieu de renforcer, de protéger les victimes possibles, il y ait un départ. Et le général Dallaire, le général mandaté par l'ONU pour être présent à Kigali, a été laissé seul avec uniquement quelques gardes du corps, une force résiduelle de 270 personnes uniquement défensives. Et donc, la Belgique avait choisi d'abandonner le Rwanda à ses démons. Est-ce qu'on ne savait pas? Est-ce qu'on n'avait pas mesuré? Je pense que pendant longtemps, le passage à l'acte n'a pas été envisagé. Et je mets en cause aussi la presse et moi-même. Je me souviens que Willy Klaas, qui était alors ministre des Affaires étrangères, s'est justifié devant l'opinion en disant que lorsqu'il a pris la décision de retirer les casques bleus belges qui se trouvaient au Rwanda et dont 10 avaient été massacrés dès le premier jour, personne en Belgique ne s'est opposé à l'abandon du Rwanda. Il n'y a pas eu, aucune voix ne s'est élevée, aucun journal. Et dans mon propre journal, le soir, le rédacteur en chef de l'époque m'a dit un jour, on aurait dû en faire plus. Chaque jour, on aurait dû mettre le Rwanda en première page, insister, revenir, plaider pour une intervention. On n'a pas fait, la presse ne l'a pas fait. Et lorsqu'on a retiré nos troupes du Rwanda, qu'on a abandonné ce pays à ses démons, il n'y a pas eu de mouvement à part des réfugiés rwandais en Belgique qui ont entrepris de manifester sur les avenues de Bruxelles tous les jours, tout seuls, avec quelques activistes belges qui comprenaient l'enjeu, mais le Rwanda a été laissé seul devant l'innommable. Et il a fallu attendre l'année 2000 pour que le Premier ministre de l'époque, Guy Verhofstadt, qui avait présidé aux travaux d'une commission d'enquête, se rende à Kigali. Et donc là, la Belgique a eu l'honnêteté, la France a mis beaucoup plus de temps pour le faire, l'honnêteté de regarder les choses en face. Et le Premier ministre s'est rendu à Kigali à l'occasion d'une commémoration du génocide. Et alors que les Rwandais n'attendaient plus rien de la Belgique, nous regardaient comme des gens qui n'avaient pas compris ce qui se passait, qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour arrêter
arrêter l'impensable, le Premier ministre a déclaré « Au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon ». Et je m'en souviens comme si c'était hier, je me souviens de ce frémissement qui a parcouru le stade à Mauro, des larmes des survivants, de l'épouse d'un des casques bleus belges qui s'est levée et qui a dit à notre Premier ministre « Mais je vous remercie, je suis enfin à nouveau fier de mon pays ». Alors, il a fallu du temps. Après, la Belgique a fait son travail. Elle a multiplié à Bruxelles les procès. Elle a contribué au déroulement de la mise en place d'un tribunal d'Arusha. Et cette séance à laquelle nous participons aujourd'hui s'inscrit dans la ligne de cette revisitation de l'histoire. Je voudrais terminer en disant que l'histoire ne se termine jamais et que, au regard de ce qui se passe aujourd'hui au Kivu, ce regard biaisé sur les choses, ces haines ethniques qui ne sont pas le propre de ces peuples, mais qui sont la conséquence du regard colonial et du regard post-colonial qui a été porté sur eux, les conséquences sont toujours en place aujourd'hui. Il y a 4 millions de déplacés au Nord Kivu. La ville de Goma est encerclée et je suis encore journaliste, je ne suis pas encore à la retraite. Les dernières nouvelles, c'est qu'on m'a dit, j'ai appelé Goma hier, il m'a dit, la seule façon d'arrêter la prise de Goma par des rebelles Tutsis, dont on dit qu'ils sont soutenus par le Rwanda, c'est de faire entrer dans Goma des camions remplis de machettes. C'est une information qui date de hier après-midi. Ce qui veut dire que le péril de la haine, le péril des tueries de masse n'est pas conjuré. Il se mêle à d'autres considérations sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant, mais c'est pour dire soyons vigilants, je m'adresse surtout aux jeunes, soyons vigilants, le démon de la haine, le démon de l'exclusion, le démon du regard sur l'autre injuste et porté par la volonté d'exclusion, on n'est pas guéri, nous ne sommes pas guéris de ces démons, ni en Afrique, dans cette région qui nous est restée très chère, et peut-être même pas en Belgique non plus, donc restons vigilants. Je vous remercie.